maintenant d'inviter mes invités pour la deuxième table ronde qui s'intitule Bourges capitale de la culture européenne 2028, un outil d'attractivité et un levier puissant pour transformer le territoire et séduire une nouvelle génération. Pour cela, 3 invités. J'appelle tout d'abord à me rejoindre Diana Rodriguez du cabinet de recrutement Optineris. On peut l'applaudir. Dirigeante de l'hôtel Villa C, un hôtel 4 étoiles à Bourges. Allez-y. Et enfin, j'accueille Jean-Philippe, l'hospitalier chargé emploi formation service à la Bourges Vie Nouvelle. Bienvenue. Merci à tous les trois pour votre participation et votre engouement en tout cas à préparer cette table ronde aussi. C'est toujours un exercice sympathique quand on est en coulisses en tout cas, et voilà, vous avez été super, donc je tiens à le souligner. La première question est pour vous, Jean-Philippe, vous ouvrez le bal parce qu'en fait, donc, depuis 3 ans, vous accompagnez au sein de Bourges Vie Nouvelle près de 100 personnes par an, qu'il s'agisse de personnes finalement mobilisées via des entreprises ou des particuliers qui s'adressent directement à vous. Et vous m'avez expliqué que vous avez développé une box qui contient plein de choses super sympas pour faciliter l'intégration justement de vos berruyers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contenu vraiment de cette box qui est assez large finalement et comment ça contribue à mettre en valeur la qualité de vie à Bourges dont on a déjà parlé lors de la première table ronde? Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Non. Alors, c'est éteint, on a un petit... Depuis longtemps. Voilà, c'est parfait. Alors, je travaille dans un dispositif qui est chargé d'attractivité et d'accueil, qui est porté par la ville de Bourges et l'agglomération de Bourges, pour faciliter l'intégration des nouveaux salariés dans les entreprises. On a créé en plus un accompagnement qui comprend tout ce qui est logement, emploi du conjoint, école, mode de garde, une box de bienvenue dans laquelle on trouve des produits locaux pour faire un petit peu découvrir les biscuits Mercier, je peux citer. Ah oui, oui, bah au contraire, oui, on y va. Pour négocier des prix prochains. Les sirops Monin, les lentilles du Berry. Donc voilà, il y a quelques produits locaux et il y a également quelques guides, le guide Hachette qu'on avait fait rééditer l'année dernière, et surtout des bons qui sont des bons axés principalement sur la culture et le sport. Donc Maison de la Culture, CGR, le basket, le golf, tout ce qui est municipal comme la médiathèque, la piscine, de façon à créer aussi un ancrage pour les gens, parce qu'on s'est rendu compte que faire venir les gens c'est une chose, les faire rester ça passe par une sociabilisation. Et du coup, il fallait ça pour que les gens s'intègrent. C'était en tout cas nécessaire et vous saviez en tout cas l'engouement pour ces box et les commerçants, peut-être aussi qui reçoivent finalement des personnes qui bénéficient de la box. Oui, alors on est quand même plus sur des entreprises que des commerçants. Ça peut arriver, d'ailleurs si vous voulez acheter des box, pas de souci, mais c'est quand même principalement des entreprises pour des gens justement qui sont exogènes, qui viennent souvent de la région parisienne et pour leur faire découvrir le territoire. Merci Jean-Philippe. Prochaine question pour vous, Diana. Alors aujourd'hui, clairement, un job ne suffit plus. Finalement, les talents, ils recherchent avant tout, et on en a déjà parlé, mais une qualité de vie, du sens dans leur travail. Comment on peut intégrer en tout cas ces nouvelles aspirations dans les offres d'emploi pour attirer les meilleurs profils, surtout une fois de plus à l'aune de Bourges 2028? Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je suis super ravie de pouvoir échanger sur, en tout cas, moi, une thématique qui est l'attractivité au travers du recrutement, qui aujourd'hui fait la passion. C'est clairement une passion aujourd'hui que je pratique. Alors, Camille, votre question, pour moi, elle va mettre en lumière 2 notions. La première, tout ce qui va relever des nouvelles aspirations et des nouvelles attentes des salariés qui sont beaucoup plus en lien et en phase avec leurs valeurs et surtout de ce qu'ils ont réellement envie de faire et surtout aussi ce qu'ils n'ont plus envie de faire. Généralement, c'est souvent ce qu'on dit. Alors, je ne veux plus surtout faire ça. Et la deuxième chose, effectivement, c'est toute la communication qu'on va pouvoir faire au travers des offres qui, malgré tout, restent le premier miroir d'une entreprise. Donc, tout l'intérêt, effectivement, de prendre du temps à soigner ces annonces, puisque le temps pris à ce moment-là, ce sera forcément du temps de gagner par la suite. Et je voulais revenir, effectivement, sur la notion d'aspiration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets, des grands noms qui mènent assez régulièrement
voilà, des enquêtes et des baromètres sur les salariés français, sur leurs attentes, leurs aspirations. Et je ne suis pas surprise aujourd'hui de voir que le premier leitmotiv, en tout cas d'une personne à quitter une société, c'est toute la problématique qui touche autour de la rémunération. Alors la question a été soulevée, hein, on est dans un contexte en tout cas plus que compliqué, les entreprises font aussi comme elles peuvent, mais malgré tout, il y a quand même effectivement cette notion à prendre en compte. Et deux autres effectivement éléments, c'est ce que vous disiez à l'instant Camille, c'est qu'aujourd'hui les gens ont besoin de sens dans leur travail, ils ont besoin de savoir et surtout de comprendre pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils sont contents d'avoir terminé tout simplement leur journée. C'est au quotidien le discours que me tiennent beaucoup de candidats que je rencontre en entretien, et c'est une des premières motivations en dehors du salaire de savoir j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. Et puis effectivement l'équilibre des temps de vie à la fois sur la partie professionnelle et puis personnelle, de pouvoir être en capacité aussi d'offrir un peu plus de flexibilité. Alors bien entendu il y a une certaine proportion effectivement à avoir, puisque fatalement il y a des métiers qui s'y prêtent plus que d'autres. Quand on parle d'hôtellerie, quand on parle de restauration, quand on parle effectivement de tous ces secteurs-là qui sont fortement mobilisés toute la semaine, comment effectivement nous, entreprises, on va pouvoir se montrer flexible vis-à-vis de ça, quelles solutions on va pouvoir mettre en œuvre pour nos salariés, pour essayer aussi de prendre en considération leurs nouvelles aspirations qui sont là et on ne peut pas les ignorer. Merci beaucoup Diana. Prochaine question pour Anne-Olivia. Alors Bourges 2028, on le dit depuis le début, donc une visibilité forcément extrêmement forte, bien au-delà de la région. Comment les hôteliers s'y préparent-ils? Donc je rappelle que vous êtes la dirigeante d'un hôtel 4 étoiles avec votre époux. Et ma question est, bon, vous l'avez déjà dit, mais je pense que c'est intéressant de la partager, parce que la question c'était, est-ce que vous aviez ressenti un effet Bourges 2028, l'annonce du titre en tout cas sur la fréquentation, et je crois que vous avez des éléments un peu contrastés. Oui. Sur l'année 2024, vu que la candidature a été officialisée, la sélection a été officialisée en 2024. 2024, personnellement, sur l'établissement et quand on fait le point avec nos confrères, on n'a pas forcément ressenti d'engouement parce que je pense que ça a été un peu caché par les Jeux Olympiques. Voilà, Jeux Olympiques à Paris, je pense que les gens se sont beaucoup déplacés là-bas, l'opportunité de les avoir en France, ça arrive très rarement. Donc sur 2024, on n'a pas vraiment ressenti. Après, on attend, comme disait tout à l'heure Valérie, au niveau des commerçants, que ça commence à monter en puissance. Il faut laisser faire, c'est dans 3 ans, mais 3 ans bien vite, donc voilà, on va voir déjà cette année ce que ça peut donner. Nous, en tous les cas, sur le pro, vraiment le pro, on le ressent fortement depuis octobre. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Bon, il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent bien en ce moment et pour d'autres raisons. Mais voilà, en tous les cas, nous, on sent une belle dynamique depuis le mois d'octobre sur notre établissement, avec une très belle dynamique sur la semaine. Les week-ends sont beaucoup plus calmes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un contexte économique aussi en France avec cette inflation, etc. et tout ce qui a pu se passer politiquement, qui font qu'aujourd'hui, les gens sont frileux. On sait que l'épargne aujourd'hui est belle, les gens épargnent. Voilà, il faut laisser faire les mois à venir et puis peut-être sécuriser aussi une ambiance un peu plus sereine et sécurisée. Merci beaucoup Anne-Olivia. Prochaine question pour vous, Jean-Philippe. Une capitale de la culture européenne, c'est aussi potentiellement une transformation du marché de l'emploi. Est-ce que vous aviez éventuellement quelques chiffres clés à nous partager sur des impacts attendus à court ou moyen terme avec Bourges 2028? Alors là, c'est un peu l'effet boule de cristal parce que j'ai rien de concret. Dans le sens où on est quand même beaucoup sur la projection. Nous, on l'a vraiment perçu sur des anticipations de la part de l'hôtellerie-restauration, avec des projets qui vont sortir de terre et des demandes. Effectivement, on a entendu des chiffres sur le tourisme. On nous annonçait en gros entre 900 000 et 1 million de touristes à l'heure actuelle, et on serait entre 2,5 et 3 millions sur la période haute ensuite. Donc forcément, par perméabilité, ça va générer de l'emploi local. Après, j'ai pas réellement une notion d'impact sur ce que ça va changer pour le salarié lambda qui est en dehors de ce milieu-là. Sur un magasin de sport ou sur, je sais pas, la FNAC, je suis pas sûr qu'il y aura un impact, sans doute indirect, mais je pense pas que ça va générer de l'emploi. Après, je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, on est dans une phase un petit peu d'observation. Donc, pour le moment,
c'est pas évident de mesurer. Après, il faudrait peut-être voir aussi ce qui s'est passé dans des villes comme Mons, qui ont été capitales européennes également, voir comment ça a progressé, le type de commerce qui a progressé. Je pense qu'effectivement, tout ce qui est hôtellerie, restauration, souvenirs, choses comme ça, même ce qui est un petit peu artisanat, artistique, forcément ça va en découler. Après, sur d'autres secteurs, pour le moment c'est peut-être un peu tôt, peut-être qu'effectivement ça va réattirer des franchises qui ne sont pas là pour le moment, ou des grandes enseignes, et il y aura des besoins de masse salariale à ce moment-là, ce qui serait assez logique. Mais aujourd'hui, c'est dur réellement de sortir un chiffre comme ça dans l'absolu. On en aura en tout cas au fil de l'eau, c'est un peu votre message. Ouais, tout à fait. Ouais. De Bourges 2028. Merci Jean-Philippe. Prochaine question pour Diana. Alors on se l'était dit aussi, mais recruter en dernière minute, des fois c'est un petit peu un pari risqué parce que tout le monde voudrait le mouton à 5 pattes, qui n'existe bien sûr pas. Bourges 2028, ça arrive quand même à grands pas, comme on se dise, il y a quand même un horizon qui approche. Pour autant, à chaque fois, la question du recrutement, c'est la question de l'anticipation des besoins. Il faut faire attention pour éviter peut-être de passer à côté d'un talent, si on anticipe. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors déjà, effectivement, mon métier, c'est peut-être pas de trouver le mouton à 5 pattes, mais au moins d'avoir 4 pattes sur lesquelles il va bien tenir. Ça, c'est une première chose. Forcément, recruter dans l'urgence, c'est prendre le risque de recruter par défaut ou de recruter parce qu'il faut faire avec ce qu'on a à l'instant T. Et souvent, c'est aussi la situation qui se passe pour aussi beaucoup d'entreprises. Je prends typiquement le cas d'une absence pour un congé maladie. On ne se lève pas le matin en se disant tiens, si je tombais malade, et puis comme ça, il y a plein de situations qui déjà au quotidien font qu'il faut faire avec ce qu'on a au moment donné. Sauf que là, on est effectivement dans un contexte où c'est Bourges 2028, c'est loin, mais ça va vite arriver. La complexité, c'est effectivement piloter à vue, donc c'est de savoir anticiper, oui, mais sur quel volume. On sait fatalement qu'il y aura des secteurs d'activité qui vont plus exploser, ou en tout cas qui vont monter en puissance beaucoup plus rapidement que d'autres. On connaît déjà des tensions, ou en tout cas des difficultés de recrutement dans d'autres secteurs d'activité du département, et j'ose espérer, et que grâce justement à Bourges 2028, ce sera un excellent miroir pour tous ceux et celles qui se disent effectivement je n'y avais pas forcément pensé. Donc ça au-delà des secteurs d'activité qui graviteront directement autour de cet événement, je suis persuadée que ça contribuera aussi à élargir un petit peu plus le spectre. Donc après, je trouve ça super l'initiative qu'ils ont mis en place sur le bachelor, effectivement, au niveau de la CCI. Si je prends mon parcours, par exemple, très rapidement j'ai été coincée parce que le domaine dans lequel je voulais étudier s'arrêtait tout simplement sur un niveau Bac+2. Donc on parlait tout à l'heure de rétention de nos jeunes, c'est aussi leur offrir des parcours de formation qui ne les mettent pas en situation où ils se sentent entre guillemets obligés d'aller ailleurs parce que les autres écoles sont ailleurs. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir qu'il y a eu du parcours, du chemin de fait jusque-là. Et je me suis dit, mince, si à l'époque c'était déjà comme ça, je suis pas sûre que j'aurais quitté ma ville de Bourges. Parce que comme toi, je suis née ici, et pour le coup à Bourges, à l'ancien hôpital en plus. Donc je suis assez fière d'être ici, et je suis fière de présenter Bourges et son agglomération à des candidats qui ne sont pas du tout du territoire. On devient ambassadrice, forcément. Merci beaucoup Diana. Prochaine question pour Anne-Olivia. On le disait, donc, vous collaborez avec 3 autres hôtels 4 étoiles qui sont sur Bourges. Aujourd'hui, l'offre hôtelière, pour l'instant, ça suffit, mais ça ne va pas suffire par rapport aux chiffres en termes de touristes annoncés. Des nouveaux projets hôteliers, on en a parlé, ils sont forcément nécessaires, mais vous mettez tout de suite un point de vigilance en disant faut quand même rester raisonnable parce qu'il faut équilibrer finalement les investissements et la rentabilité, surtout pour l'après Bourges 2028. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a certainement d'hôtels sur Bourges, on est 4 hôtels 4 étoiles. On a une belle activité tous et on a des produits complètement différents. Mais aujourd'hui, déjà, on sait qu'on a des périodes creuses et des périodes plus chargées. Il faut des projets hôteliers, ça c'est sûr. Il va falloir absorber toute cette population et ces touristes qu'on nous annonce par contre. Mais il va falloir être vigilant parce qu'il y aura un après. L'après, il y aura forcément une chute.
Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle hauteur, mais il va falloir que ces hôtels vivent tout le long de l'année. Donc oui, il faut des projets hôteliers, il faut peut-être encore un hôtel 4 étoiles, 2 peut-être, un hôtel 3 étoiles, mais il faut les mesurer quand même. Voilà, il faut être vigilant, parce qu'après, il faut que tout le monde vive et bosse et ne vivote pas, quoi. Voilà. Et vous m'avez dit aussi un petit mot, et je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'il y a une petite tendance de fond depuis qu'elle annonce le titre aussi, on parle du Airbnb. Oui. Parce que vous m'avez dit que là, c'est en train de sortir plus, et que c'est un vrai point de vigilance aussi pour vous, dans le pays, parce qu'en termes de normes, sans doute, c'est pas les mêmes choses, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette vigilance? Alors aujourd'hui, il va falloir aussi canaliser les Airbnb, parce qu'à un moment donné, c'est aussi l'image de la ville qui est véhiculée. Nous, les hôteliers, nous sommes des professionnels, on fait des cursus, comme par exemple ici le lycée Jacques-Cœur qui a justement cette formation hôtellerie-restauration par le recrutement. Et aujourd'hui, on va accueillir les touristes dans nos hôtels avec le service qu'on s'est donné. Et Airbnb, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'expérience derrière, il n'y a pas forcément cette notion de service. C'est une boîte à clés que vous trouvez sur les murs. Voilà, vous n'avez aucune information touristique, débrouillez-vous avec des catalogues, des brochures qui sont ici sur un petit bureau, alors que nous, hôteliers, voilà, en plus si on est de la région et de la ville, on va donner des petites adresses, des petits points sympas, allez là, vous avez envie, voilà, de petites balades dans les marais, il faut contacter telle personne pour faire des promenades en parc, etc. Au l'Office du tourisme, on a une super équipe à l'Office du tourisme avec des gens professionnels, on a des guides qui sont, je veux dire franchement, on boit leurs paroles parce qu'ils sont vraiment impliqués et investis. Et aujourd'hui, il faut faire attention. Cette concurrence déloyale, parce que pour nous les hôteliers c'est une concurrence déloyale, elle peut être néfaste aussi pour l'image de la ville. Voilà, par des mauvais commentaires, parce qu'on n'a pas bien accueilli les clients, le logement n'était pas propre, pardon. Tout ça peut être néfaste aussi sur la ville. Donc il faut faire très attention de ne pas abîmer ce à quoi aujourd'hui on a envie de s'investir et d'aller chercher. Un point en tout cas sur lequel vous serez vigilante avec vos confrères et consoeurs. Oui, parce qu'on est en train aujourd'hui de mettre une action en place. Je ne vais pas forcément en dire plus parce qu'on a des rendez-vous là avec différents élus. Mais voilà, il va falloir canaliser tout ça. Merci beaucoup Anne-Olivia. La prochaine question elle est pour Diana. Donc, on le disait, le recrutement parfait, il peut peut-être exister sur le papier, mais en réalité ça peut toujours être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vous encouragez à élargir le spectre, notamment en se basant sur les soft skills, dont on parle beaucoup ces dernières années, les profils atypiques aussi. Pour vous, c'est vraiment l'approche aussi gagnante pour certains secteurs de miser sur ces profils atypiques? Pour moi, déjà qu'on connaît actuellement une tension sur le marché de l'emploi. Rares sont ceux qui nous disent aujourd'hui « Oh, pas trop de difficultés à recruter, ça va ». Non, on connaît déjà, et pour exercer en prestation de service sur le département depuis presque maintenant 10 ans, là où j'avais commencé, n'était concerné que certaines qualifications. Là aujourd'hui, on est toutes qualifications confondues et encore plus effectivement sur du personnel qui par moment n'ont pas forcément besoin d'une qualification haute ou très technique. On est effectivement sur de la motivation, sur de l'engagement, sur de la responsabilisation, sur des choses qui sont en fait ancrées en soi, donc qui n'apparaissent pas sur un CV. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir cette capacité un petit peu à ouvrir ses chakras, à repenser aussi notre manière de recruter. Voilà, je salue au passage France Travail avec le dispositif de méthode de recrutement par simulation qui a été fortement saisi par des entreprises et qui font leurs preuves. C'est-à-dire que quand ils regardent par la suite le contenu du CV de la personne qui a été recrutée, ils sont surpris parce que jamais ils n'auraient pensé que cette personne aurait eu ce parcours-là. Donc on redécouvre les gens autrement et puis on sait, notamment sur les opérations et comme je le disais à l'instant, de recruter son CV, on sait déjà pour avoir eu des retours, alors après j'ai pas ramené de chiffres ou d'études précises sur le sujet, mais on sait que ça a forcément de l'impact sur le taux de turnover de l'entreprise, parce que on recrute autrement. Donc ça c'est une première chose. La notion que j'ai prise, c'est que il y a Robert Half, donc un très grand cabinet de recrutement, qui dans son paramètre annuel a classé en fait les différents motifs des personnes qui vont être amenées à changer d'emploi dans les 6 prochains mois.
et donc revient notamment pour 21% d'entre eux, c'est carrément un changement de cap ou un souhait de réorientation professionnelle. Donc je pense qu'il faut surfer aussi sur cette vague et cette volonté qu'ont les gens de vouloir aussi changer de voie. Il faut accepter et les accueillir dans cette démarche-là. Quelqu'un qui fait la décision et qui prend la décision de se reconvertir, c'est pas pour rien. Derrière, il y a une famille, il y a un projet de vie. Il fait pas ça en se levant le matin en se disant oh tiens, si je changeais de boulot. Non, c'est une démarche qui réfléchit. Donc il faut accorder effectivement un peu plus de crédibilité à cette démarche-là, parce que je pense qu'on découvre de belles pépites. Et effectivement, on découvre de vrais talents cachés. Si on avait eu le CV de la personne, je suis pas sûre qu'elle soit retenue. Ou ne serait-ce que contacter pour un premier échange téléphonique, ou peut-être ne serait-ce qu'un entretien. Donc effectivement, de recruter autrement, ça permet aussi de lever certaines barrières et certains biais qu'on pourrait avoir réellement, tout simplement, en recevant un CV en se disant « Ah, il a fait la même école que moi. Moi, je pense qu'il doit être bien. » Voilà. Tous ces petits biais qui viennent indirectement un petit peu polluer notre avis. Et du coup, là, je rebondis sur la fonction du métier même de recruteur, qui lui est formé et qui développe cette expertise pour pouvoir effectivement aller mesurer et évaluer les compétences et les qualités qui sont recherchées au travers des recrutements. Merci Diana. Prochaine question pour Anne-Olivia. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, puisqu'on a accueilli donc, le proviseur du lycée Jacques-Cœur, M. Laclus. C'était Bourges a un atout aussi parce qu'il a un CFA hôtellerie-restauration, et vous m'avez aussi loué les qualités de l'office de tourisme en disant que c'était vraiment pour vous un appui en tant qu'hôtelier. Concrètement, c'est des acteurs sur lesquels vous allez vous appuyer aussi pour Bourges 2028 pour devenir encore plus ambassadeur, parce qu'on a dit qu'il y aura énormément d'actualités. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une très belle équipe sur l'équipe de l'Office de tourisme, comme je le disais tout à l'heure, avec des guides qui sont passionnés. Moi, je suis arrivée sur Bourges il y a 18 ans, je ne connaissais pas du tout la ville. On m'a proposé de faire des visites avec des guides. Et voilà, en plus, je ne suis pas une fan de l'histoire. Et voilà, j'ai découvert différents points de Bourges avec ces guides qui sont passionnés et qui faisaient vivre un peu l'histoire de la ville avec les anecdotes de l'époque. Donc oui, c'est très important. Nous, aujourd'hui, par exemple, sur notre établissement, on n'a aucun écran panoramique au sein de l'hôtel. On a toutes les brochures, la documentation, les plans qui sont à la réception. On ne met rien en chambre. Pourquoi ? Parce qu'on veut échanger avec le client. On veut donner ce contact. On fait un métier de service, donc c'est de la communication. Donc on veut transmettre, expliquer et faire découvrir la ville, voilà, les lumières, les marées, etc. Et c'est en discutant, en donnant ces informations, et comme je disais tout à l'heure, une petite adresse, qu'on va pouvoir bien faire découvrir la ville à tous ces touristes. Et puis après, voilà, le CFA, le lycée hôtelier, est très important parce que voilà, c'est la relève de demain. Il faut qu'on accueille ces jeunes dans nos entreprises pour leur stage, etc. Nous, personnellement, on est aussi jury ici au lycée, quand il y a des épreuves à passer en fin d'année sur les CAP, les BTS, etc. Et voilà, c'est la relève de demain, donc il faut les accompagner, il faut leur donner envie de transmettre après, de partager aussi la beauté de la ville. Tous ambassadeurs. Tous ambassadeurs, tout à fait. Oui. Merci Anne-Olivia. Ma prochaine question elle sera pour Jean-Philippe. Bourges est présent sur une plateforme qui s'appelle Paris Je te quitte. Et vous avez reçu quelques demandes en fait à l'annonce du titre de capitale de la culture européenne, puisque vous participez à des salons de la mobilité. On pourrait se dire qu'il y a donc quand même un petit effet Bourges 2028 sur les CV. Oui, il y a vraiment une reconnaissance d'un coup de resituer Bourges déjà en termes géographiques. C'est-à-dire que les premiers salons qu'on a fait et même les premiers CV qu'on a reçus sur Paris Je te quitte, c'était hyper généraliste. Les gens voulaient partir de Paris, mais aller n'importe où. Ils voulaient partir. Ils ne connaissaient pas Bourges. Voilà. On avait une personne sur 40 en moyenne qui plaçait Bourges. C'est-à-dire que c'était le printemps de Bourges, c'est tout. Voilà, il y a 2 mois qui étaient passés, ils avaient écouté un concert, ils disaient c'est en plein centre. Là maintenant, sur les derniers salons qu'on a fait, je pense que sur 80 personnes, il y en a bien 20 qui avaient à peu près la visibilité de tout ça se trouver. On a eu 2-3 Anglais qui ont placé Bourges en Belgique parce qu'ils ont fait des Bruges. Quelques lettres d'écart et voilà. Un peu plus bas. Au niveau de Paris Je te quitte,
il y a eu vraiment un impact immédiat dès l'annonce de la candidature, de la victoire de Bourges. On a eu notamment le premier CV versé le lendemain, c'était une responsable de musée à Chicago qui était spécialisée dans la scénographie de musée, qui avait un double master sur l'histoire de l'art à Vienne et à Venise. Oui, même vraiment en anticipation, là, parce que c'était il y a un an. C'est le genre de CV honnêtement qui est un petit peu dur à traiter de loin, quoi. Mais effectivement, on le voit, on a beaucoup de profils qui sont dans des milieux artistiques, beaucoup qui sont dans l'événementiel, beaucoup qui sont dans la culture, dans la com, énormément. Mais ça a changé l'orientation, c'est-à-dire qu'avant, sur Paris Je te quitte, aucune plateforme où vous rencontrez un petit peu vos desiderata, c'est-à-dire que vous dites je veux une ville de moins de 100 000 habitants, je veux qu'il y ait, je sais pas moi, la campagne à côté, et puis je veux que mon fils puisse faire du karaté, et puis ma fille, je sais pas, de la natation. Et ça va vous sortir une liste qui correspond ça par calcul de zone de chance. C'est un système de l'IA qui fait ça, quoi. Et le truc, c'est qu'au début, on voyait que les gens avaient mis toute une flopée, en parlant un peu poliment, de choix. Donc ils se retrouvaient avec 40 ou 50 villes. Aujourd'hui, on a des candidatures juste pour Bourges. Donc on sent quand même qu'il y a un projecteur qui a fait que c'est déterminant pour le choix des personnes de choisir cette ville. Et il en est même dans les salons où on a eu des gens qui avaient vraiment un angle, parce qu'ils se disaient on a peut-être quelque chose à apporter du point de vue culturel ou du point de vue business, ce qu'on se disait tout à l'heure, ce que disait Valérie, c'est-à-dire qu'on est quand même une des seules villes à l'heure actuelle qui peut se dire, dans les 3 ans, 4 ans à venir, quelqu'un qui a une idée, un projet qui est bien étudié, peut faire quelque chose sur la ville de Bourges. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où on peut se dire ça à l'heure actuelle. Donc ça va plus. Un vrai plus, donc c'est des chiffres en tout cas auxquels vous allez être attentifs au fur et à mesure des salons de la mobilité ou Paris Je te quitte, ce sera Bourges j'arrive en fait. On essaye. Merci Jean-Philippe. La prochaine question est pour Diana. Donc on parle évidemment de sens, on voit des Parisiens éventuellement qui se précipitent pour quitter Paris. Bourges 2028, ça peut être un moteur pour attirer, dans un premier temps peut-être un touriste, mais potentiellement un futur collaborateur, rester, revenir aussi, si on avait quitté Bourges, une occasion de revenir. La preuve en est. Je crois que vous avez... Voilà, j'ai rejoint Paris et puis je suis vite revenue. non, mais effectivement, je pense que, en tout cas, si je reprends mon exemple, typiquement, ce qui m'a fait quitter Bourges, c'est le manque de perspective qu'à ce moment-là, la ville ne pouvait pas me proposer. Donc effectivement, en termes d'études, rapidement, on se voit partir, on fait nos études. Pour beaucoup, il y en a beaucoup qui prennent la filière de l'apprentissage, du contrat de professionnalisation. Derrière, les entreprises recrutent énormément par cet intermédiaire et ce levier. Donc fatalement, il y a des offres qui sont proposées à l'issue des alternances auprès de ce public-là. Donc après, on rentre dans un système de vie active, et puis on s'installe, et puis le quotidien aussi. Donc à l'instant T, si on n'a pas d'autres leitmotivs pour revenir ici, si ce n'est suivre son conjoint ou un événement familial, que sais-je, en tout cas, c'est vrai qu'on n'y revient pas spontanément. Moi, pour ma part, c'est l'arrivée de mes enfants qui m'ont fait revenir effectivement ici, parce que en termes de cadre de vie, je pense que je ne pouvais pas faire mieux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Donc je pense sincèrement que pour 2028 va être un vecteur de communication super important. Et encore une fois, on situera davantage la ville de Bourges, ce qui ferait que quand je me présenterai en contactant des personnes qui n'attendaient absolument pas mon appel, en disant je suis de Bourges, spontanément ils me diront je connais très bien. J'en serais ravie, j'en serais fière. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut répondre à cet enjeu, de proposer, c'est complexe, et je pense que ça va pas être simple, mais il va falloir pour cette jeune génération concilier un cadre culturel, amener de l'innovation, amener une dynamique économique, amener une dynamique sociale qui va faire que ces jeunes n'ont pas envie de partir. Donc ça, c'est une bonne chose.
Et justement, alors on en discutait un petit peu en préambule, mais c'est le après, parce que les attirer, c'est bien, mais une fois qu'ils sont là, il faut les garder, parce qu'il ne faut pas qu'ils partent, ça serait bien dommage. Quelle amorce notamment de Jean-Philippe? Oui, bah, tout à fait. C'est aussi nous, entreprises, dans notre capacité aussi à pouvoir leur proposer des projets qui vont aussi s'inscrire dans la durée. Alors, c'est très, très facile pour moi de parler comme ça parce que, de par mon activité, je travaille beaucoup sur des accompagnements de recrutement, sur des techniciens, des ingénieurs ou des cadres. Donc, fatalement, on n'est pas sur les mêmes attentes, ni même sur les mêmes méthodologies en matière de recrutement. Malgré tout, si on peut capter ces jeunes ingénieurs qui ont l'habitude de partir, et nous on les pleure parce qu'au final ils sont dans les grandes villes, et alors qu'on les a formés, on a une école une école d'ingé qui est juste top, on a plein de choses qui sont mises en place effectivement pour ces jeunes. Donc le rôle des entreprises derrière va être pour moi leur capacité de repenser aussi les projets qu'ils vont confier à ces jeunes, de leur donner du sens, de leur expliquer pourquoi, et fatalement derrière ça amènera pour moi un engagement. Alors, avec beaucoup d'humilité, hein, je dis ça, mais il y avait aussi un élément, et je vois Christine dans la salle, j'ai pu participer récemment aux journées de l'aéro, où une centaine de jeunes ont planché sur des problématiques industrielles de nos entreprises du territoire, et j'ai été, j'étais super contente de les voir dévaler ces escaliers pour se jeter tout de suite sur les sujets. Ils étaient super investis, ils ont développé une superbe énergie. Et c'était des jeunes qui venaient de toute la France. C'était juste top. Donc on a la capacité de leur offrir aussi des environnements dans lesquels ils vont pouvoir aussi s'y installer. Donc il faut vraiment repenser notre façon de les capter et les façons de les motiver effectivement au travail, qui malheureusement n'ont pas les mêmes motivations que peut-être nos anciens ou la génération actuelle. Et ça, qu'on le veuille ou non, il va falloir effectivement faire avec. Merci beaucoup Diana. Je crois que j'ai un petit problème de micro, non? Vous m'entendez? Oui. Je vais un peu pousser, sinon la voix c'est pas grave. La prochaine question elle est pour Anne-Olivia. Une ville attractive, c'est aussi, on le disait un petit peu, mais une offre de restauration adaptée. Alors adaptée bien sûr au budget, adaptée aussi à des jours. Si le dimanche ou le lundi on peut venir déjeuner. Aujourd'hui, quel point de vigilance vous avez? Sur quel point vous êtes éventuellement attentif avec vos confrères? Alors en effet, aujourd'hui, accueillir tous ces touristes qui vont arriver, c'est prioritairement de l'hôtellerie. Mais qui dit hôtellerie dit restauration. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même ce point qui pêche sur la ville, je dirais, qui s'est un petit peu prononcé depuis le Covid, où on a pas mal de restaurants qui ont fermé. Donc là, aujourd'hui, il va falloir repenser toute notre restauration. On n'a plus de table étoilée. Il faut peut-être aller y réfléchir, parce que voilà, c'est quand même aussi une belle image pour la ville. Des tables gastronomiques, des bistrots, du moins voilà, il faut tout type de restauration. Mais il va falloir aussi penser des jours d'ouverture. Aujourd'hui, on a une vraie problématique qu'on vit déjà chaque année, et surtout sur la haute saison, c'est de l'offre de restauration de qualité sur le dimanche et le lundi. On a de la clientèle le week-end, on a la clientèle le lundi soir, on les envoie où? Voilà, donc aujourd'hui, on a déjà cette problématique et il va falloir la penser progressivement, mais pour se préparer pour 2028. Et là encore, ça va être une image qui va être véhiculée. Si à un moment donné on accueille des touristes mais ils ne peuvent pas se restaurer le dimanche soir et le lundi soir, ils vont rentrer chez eux, que ce soit en France sur le territoire ou à l'étranger, ils vont parler à leurs amis en disant voilà, c'est bien beau d'aller à Bourges, ok, Bourges capitale européenne 2028, mais le dimanche soir et le lundi soir on fait comment pour dîner? On n'a pas forcément envie d'un kebab, d'une pizza, ou du fast-food, voilà. Donc ça, il va falloir vraiment y réfléchir. Mais il n'y a pas que. Il y a le reste des commerces. Parce qu'aujourd'hui, c'est une implication de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Les commerces, il va peut-être falloir repenser, comme disait tout à l'heure Valérie, leur jour d'ouverture, leur nombre de jours d'ouverture sur la semaine, leur amplitude horaire. Parce que là, c'est pareil, si on accueille des touristes tout le long de l'année, parce que, ok, on parle aujourd'hui de 2 millions, 2,3 millions, mais ça ne va pas se concentrer juste sur une période. Ça risque d'être sur tout le long de l'année. Et il va peut-être falloir repenser aussi, aux jours d'ouverture, le lundi, le dimanche. Alors c'est sûr, c'est pas évident de se projeter, je l'entends tout à fait, parce que voilà, aujourd'hui, il y a un contexte économique qui n'est pas simple. Nous, aujourd'hui, sur l'hôtellerie, on a les équipes, on est ouvert 7 jours sur 7, donc
demain on monte en puissance, bon, on sera plus présent, le temps de se retourner. Mais c'est sûr que pour les commerçants, c'est pas évident cette montée en puissance parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Mais il va falloir quand même la réfléchir tout doucement pour pouvoir honorer une promesse, je dirais. Mais après, il n'y a pas que les commerces. Pour moi aujourd'hui, Bourges 2028, c'est une implication de tout le monde. Alors oui, il y a eu les élus parce qu'ils ont porté cette candidature et aujourd'hui le résultat est là parce qu'on a été retenu et sélectionné. Il y a cette commission qui tourne autour de Bourges 2028. Mais je pense aussi que c'est la population. La population a son rôle à jouer. Parce que vous avez des clients qui vont arriver à la gare, vous avez des clients qui vont arriver sur des différents accès sur la ville. Mais si à un moment donné ils sont perdus, ils se promènent dans la ville, etc., ils sont perdus. La population a son rôle à jouer, par du sourire, par de l'accueil, par des conseils, ne pas être peut-être un peu bourru, comme tu vas avoir des fois la réputation de dévenier. Mais voilà, je veux dire, c'est une pyramide. Alors aujourd'hui, moi je l'ai fait en descendant, je suis partie du haut, mais c'est la base, et la population, ça va être la base. De l'accueil, du service, etc. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Donc aujourd'hui, il faut vraiment impliquer tout le monde. Je ne suis pas convaincue aujourd'hui que la population est totalement enthousiaste. Parce que voilà, peut-être que l'information ne leur vient pas. Oui, Bourges 2028, je pense que les gens se disent peut-être oui, ça va être des dépenses, il y a peut-être des dépenses à faire ailleurs. Voilà, il faut peut-être aujourd'hui les impliquer plus. Alors oui, c'est tout frais, Valérie disait, les commerçants aujourd'hui ont peut-être du mal aussi à s'impliquer pour le moment. Voilà, je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être par des ateliers, des communications, des échanges. Mais c'est un travail de toute la ville et de toute une région aussi. Voilà. Merci beaucoup Anne-Olivia. Je pense que je vais vous piquer le micro, j'ai l'impression qu'il ne marche plus trop celui-ci, il est fatigué, mais rassurez-vous, on arrive à la dernière question et après on aura un temps pour le cocktail. La dernière question, elle est pour vous, Jean-Philippe. On l'a dit tout à l'heure, en tout cas, attirer les talents, ok, les garder, fidéliser, ça devient vraiment crucial. Et en préparant cette table ronde, vous avez évoqué avec moi le fait que l'importance d'avoir une offre de service, en fait, type des crèches, type avoir un médecin aussi à proximité, c'est des choses qui comptent en fait, qui vont faire venir, et parfois à salaire égal, on préférera peut-être s'installer dans une ville où il y a ces services-là. Pour vous, c'est vraiment un atout, ça peut faire la différence pour un futur projet d'installation. Oui, tout à fait. Je pense que c'est juste être pragmatique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le choix. Quand je suis venu à Bourges, je venais de Vichy. Je suis de la région parisienne à la base, donc je ne suis pas né ici, je suis désolé. Mais je suis passé d'une ville. Ouais, non, j'essaie de m'intégrer, ça fait 20 ans. Je suis passé d'une ville qui était plus petite. Du coup, il y avait cet axe de progression psychologiquement parlant. Et il y avait une offre, quand je suis arrivé, ça devait être en 2001 environ, où il y avait quand même, par rapport au lieu d'où je venais, des choses en plus. Aujourd'hui, on est face à des gens qui parfois ont le choix entre, je sais pas, Bourges, La Rochelle, déjà on a moins la mer, c'est difficile. Mais par contre, si nous, on n'a pas de médecin, s'il n'y a pas de perso en crèche, objectivement, on a le choix entre deux villes. Alors, avec La Rochelle, je suis un peu vache, mais on va dire Moulin, ça va moins du rêve, j'espère que personne. Voilà. Effectivement, vous choisissez la ville où non seulement vous avez le travail, effectivement, mais ce qui est important aussi, c'est les places en crèche, c'est l'anticipation là-dessus. Pour moi, on a gagné, mais il faut transformer. Et l'idée, vous savez, c'est un peu comme quand on ouvre un resto. Si on a une terrasse avec 20 places et qu'on veut accueillir 60 personnes, objectivement, c'est pas possible. Donc il y a un moment où il faut se dire, effectivement, on peut peut-être absorber une certaine partie des gens. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on va faire autour pour que les gens arrivent, se décident sur cette ville-là et surtout restent? Parce qu'effectivement, le Berrulier n'a pas une super réputation. Mais on a énormément de gens qui repartent. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Alors, je ne suis pas ici, je vais me faire allumer. Moi, clairement, j'étais très mal reçu quand je suis arrivé ici. Je me suis très vite intégré, parce que j'ai un caractère plutôt facile et je bossais à la FNAC à l'époque et du coup j'étais avec plein de gens et tout, et ça s'est fait. Par contre, une fois qu'on est intégré, on est super bien intégré. Mais il y a quand même un côté grégaire, si on n'est pas du coin à la base, c'est un petit peu difficile. Et moi j'ai beaucoup de gens qui arrivent, qui s'installent, et d'après, qui repartent. Et on a des entreprises avec qui on travaille, comme PDA par exemple,
qui ont ce problème-là, alors qu'eux anticipent énormément sur les persos, sur justement l'accompagnement des salariés à l'arrivée. Et c'est vrai que c'est chouette, on a gagné, les champions. Il faut aussi se dire, si les gens repartent, si c'est pour avoir un turnover, c'est pas génial non plus. Donc il y a quand même un travail à faire. Et c'est vrai qu'on BCEC, pour le capital de la culture, n'a pas forcément sensibilisé le public, les commerçants, les habitants, mais eux, ils bossent sur la culture. Laissons-les aussi bosser sur la culture. Moi, c'est pas mon taf. J'adore le ciné, j'adore le théâtre, j'adore la musique, mais c'est pas mon métier. Et c'est vrai que du coup, je me dis, laissons-les travailler sur leur domaine de compétences. Après, ça peut être des choses portées par une agglo, portées par une ville, portées par des entreprises aussi, sur une anticipation de se dire, bon ben nous, on va passer de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 200 salariés à 250. Ben, est-ce qu'il ne faut pas que plusieurs entreprises portent une crèche privée et que ça ne soit pas forcément seulement étatique? Donc après, c'est à anticiper, c'est des choses dans l'économie après qui me passent au-dessus parce que je suis plus sur l'accueil des gens, mais c'est vraiment une demande que j'ai. Une famille qui arrive avec 2 enfants où il n'y a pas de mode de garde, ben, ils ne viennent pas à Bourges. Donc c'est une évidence. Donc il y a ce travail-là à faire quand même en continuité et ça, on a jusqu'à 2028 pour le faire et ça, c'est à nous de le faire. C'est pas BCEC pour le coup. Bon. Voilà. Merci. Merci Jean-Philippe. Donc finalement, tous ambassadeurs du début à la fin, avant, pendant et après Bourges 2028. Donc merci Jean-Philippe, merci Diana, merci à Navida d'avoir participé à cette deuxième table.